Voilà, donc c'est un vaste sujet qui a beaucoup progressé ces dernières années, donc à résumer en quelques minutes. Bon, l'instabilité de la rotule, c'est la luxation, c'est lié à une malformation de la trochlée principalement, ça s'appelle la dysplasie, cette trochlée qui est plate, avec des facteurs associés aggravants qui pour l'instabilité, qui sont la rotule haute ou la rotule désaxée. Aussi associé à des morphotypes particuliers, on va revoir tout à l'heure, et l'hyperlaxité génétique. Il n'y en a pas énormément, 7 à 80 luxations pour 100 000, donc il y a une grosse différence qui dépend qui est plus importante, ces luxations, si on est jeune, une femme, un militaire qui fait beaucoup d'activités physiques ou sportif. Mais il y a beaucoup plus de dysplasies potentiellement luxantes. Voilà, donc d'autres définitions, ce ne sont pas des syndromes douloureux rotuliens, pathologie plus complexe, multifactorielle, mais très fréquent chez les sportifs, par des rotules forcées, des surcharges pondérales avec hyperpression, et puis toutes les chondropathies traumatiques. Et là, ça représente plus d'1,5 million de cas en France, 25 pour 1000, et 20 à 40% des problèmes de genoux. Mais ce n'est pas une instabilité, c'est le syndrome rotulien. Voilà, donc l'instabilité, le bilan clinique est fondamental. Là, ça n'a pas changé depuis très longtemps, mais c'est de plus en plus reconnu, avec un morphotype rotulien, déjà une forme de genou, le strabisme rotulien, l'antétorsion fémorale avec les jambes en W quand on est assis, mais surtout cette sémiologie cardinale, les 4 symptômes, douleur et craquement, dont il faut définir les circonstances. Évidemment, l'escalier, la descente d'escalier, c'est très symptomatique. L'épanchement, bien sûr, le blocage qui est plus ou moins long et douloureux. En général, ce sont des blocages assez fugaces et quand même douloureux. Et évidemment, les dérobements, lâchages, qui sont les signes d'instabilité. Ces 4 symptômes plus ou moins associés traduisent cette instabilité qui devient patente avec la luxation, qui récidivera souvent dans des pourcentages très importants. La première fois, 17 à 45%, et la deuxième fois, plus de 50%, surtout s'il y a des facteurs favorisants, c'est-à-dire des antécédents déjà. L'examen clinique, il est fondamental pour dévoiler ce défaut d'engagement, donc la subluxation rotulienne, ce qui est très facile à retrouver avec ce signe de smiley, cette douleur à la subluxation, et éliminer les lésions ligamentaires chez le sportif dans ce contexte-là, le LCA bien sûr, mais le LLI, parce que voilà. Donc parce que le ligament latéral interne est juste à côté de l'insertion du ligament patello-fémoral médial. Donc il y a des confusions possibles dont on a parlé tout à l'heure. L'imagerie indispensable, bien sûr, elle a beaucoup progressé. Établir le diagnostic, évaluer le pronostic, choisir la thérapeutique. Ça va du plus simple. Un cliché de profil déjà permet de voir la hauteur de la rotule. Le signe du croisement, très important, ici avec des coupes scanner qui montrent cette superposition des 2 lignes de fond de trochlée et de sommet de trochlée. Donc avec ici ce croisement, enfin ça c'est un scanner, et éventuellement des signes d'éperon sus-trochléen, des signes déjà de chondropathie avec cette géode. Bon, ça va au plus sophistiqué maintenant, l'arthroscanner qui montrait donc cette subluxation de la rotule plate, la trochlée en falaise, avec le cartilage qui était bien vu, et maintenant de plus en plus, il y a eu des nouvelles études sur l'IRM et éventuellement sur l'IRM avec le 3D qui permettent de voir le ligament lui-même, patello-fémoral médial, et puis les contusions osseuses qu'on ne voyait pas au scanner. Voilà. La particularité chez le sportif, c'est qu'il y a le muscle qui peut gêner, ça protège parfois de la luxation, mais ça masque aussi cette instabilité. L'hyperlaxité, bien sûr, puisque naturellement ça va favoriser la luxation. Et puis les contraintes sportives qui agressent terriblement le cartilage.
Voilà. Rapide rappel historique hein, sur la chirurgie, parce que tous ceux qui ont fait ces gestes-là, ça a bien évolué depuis des décennies, on ne comprenait pas très bien cette pathologie, avec des gestes tendineux, le Crogius, Goldwait, etc. La TTA, bon, Emslie, Tria, Roux, les gestes articulaires de trochléoplastie, bon, qui étaient assez délabrants, avec des longues cicatrices. Non, j'ai appuyé, enfin, il y avait des longues cicatrices, et puis... on appelait ça des genoux multibalafrés. Hein, donc, et est arrivé le ligament patellofémoral médial. Parce que c'est assez récent finalement. Hein, donc, ce médio-patellofémoral ligament a été redécouvert dans les années 90, donc il n'y a pas longtemps, avec des études anatomiques très précises, tout était mesuré, les différents faisceaux, les insertions, les largeurs, etc. Ce qui a conduit à des études biomécaniques, c'est important puisque c'est le ligament qui assure la stabilité dans 50 à 80% des cas. Et on a donc procédé à des reconstructions chirurgicales de ce ligament, ce qui était le plus logique, avec plusieurs opérateurs, notamment Chassin, des ouvertures plus petites, des ancrages évidemment pour refaire ces ligaments. Rapide diapositive pour dire qu'on parle actuellement dans tous les journaux chirurgicaux orthopédiques que de ce genre de technique pour les résultats, les variantes de techniques, etc. Dans les 2 dernières années, tous les congrès parlaient de ça. Les résultats, je ne suis pas rentré dans les détails, hein, mais en reprenant des méta-analyses, toutes les séries, en cas de MPFL, c'est-à-dire reconstruction de ce ligament patellofémoral médial, hein, qui est le principe thérapeutique actuel, il y a rien que 80% à 100% de bons résultats ou excellents, mais il y a des scores multiples d'évaluation, le COUS, IKDC, QJALA, bon, donc c'est pas toujours très précis là-dessus. On voit ici, on peut revenir en arrière, sur rouge, voilà. Donc on voit un ligament qui est refait ici, avec cette technique. Les résultats, c'est 0 à 15% de raideur et 5 à 20% d'instabilité résiduelle. Donc c'est assez variable comme chiffre parce que il y a des techniques qui serrent plus ou moins le ligament avec des ancrages sur le condyle, hein, sur cette zone d'attache condylienne, parfois des ancrages solides aussi avec des vis d'interférence sur la rotule, et puis des ancrages plus, je dirais, physiologiques, naturels, comme cette méthode de Chassin où ça passe à travers l'aponévrose en arrière et dans le surtout pré-tendineux sur la rotule. Donc 80 à 100% de reprise du sport aussi, donc bon, c'est souvent quand même à des niveaux inférieurs avec cette technique avérée. Et il y a de multiples techniques, hein, c'est un peu du chinois ou du japonais, des multiples techniques de rééducation post-opératoire. En conclusion, c'est surtout un peu mes indications, mais enfin elles reprennent celles de beaucoup de publications. Le MPFL devrait être donc l'intervention de référence qui permet même de reconstruire un ligament qui est rompu non pas à sa partie haute ou au milieu, mais en bas, ici, il y a une désinsertion condylienne, justement, bah, c'est la seule technique qui refait le ligament à partir de cette zone d'ancrage condylien. Dans 10 à 20%, il faut faire des transpositions de la tubérosité, bien sûr, hein, comme on le voit ici, associé à la ligamentoplastie. Là, c'est une voie d'abord externe avec les vis de TTA, parce que c'est une rotule haute, notamment, et c'est ça qui est ce qu'on appelle la chirurgie à la carte dans ces luxations récidivantes de rotule. Et parfois, la trochléoplastie, geste plus compliqué, où on va, cette trochlée qui est bombée, on va la creuser hein, pour pouvoir reconstruire une trochlée en V dans les stades D, grade D de 2 jours. Et bon, quand il n'y a pas de cartilage abîmé, c'est mieux, et chez des sujets jeunes.
Et donc tout ce suivi de post-opératoire, donc il y a une éducation à faire par le médecin et avec le patient pour les protocoles de suivi, pour pas que cette rotule souffre avec ce cartilage qui va s'abîmer et se dégrader petit à petit. Donc les mots, juste quelques mots à retenir, donc c'est l'instabilité qui n'est pas toujours simple à voir chez le sportif, comme on l'a vu à cause des muscles ou de la laxité naturelle. L'engagement, c'est un signe clinique, l'engagement d'un rotule. Le croisement, signe radiologique, qui signe la dysplasie. Les techniques chirurgicales sélectives, et puis l'indication chirurgicale sélective et les techniques anatomiques avec ce MPFL, et puis cette éducation du patient. Merci.